Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to what promises to be a very interesting session here this morning. Bonjour à tous, je pense que nous avons une session très intéressante sur la façon dont la technologie peut encourager les parties prenantes à changer le monde. Je m'appelle Dion Rosso, comme vous pouvez le voir ici, je viens d'Afrique du Sud. Je suis président de l'Institut d'éthique d'entreprise sociale qui aide les entreprises, mais également le secteur public pour encourager la culture éthique. Et c'est un grand plaisir d'être impliqué dans ce World Forum depuis le début, depuis la première édition en 2006. C'était un privilège d'être là tous les ans et voir comment l'événement a évolué. Et je pense que le programme de cette année est particulièrement intéressant et je vais vous en dire un peu plus. Alors, si on regarde le thème de l'événement cette année que vous pouvez voir derrière moi, Ego Imperium, cela en fait attire l'attention sur nous, sur les individus et le pouvoir et la puissance et la différence qu'on peut faire individuellement. Si on regarde le programme de ce forum, jusqu'à un certain point, on s'est toujours intéressé sur ce que les entreprises peuvent faire pour ceux qui sont en dehors de l'entreprise. Donc, les démarches RSE ou les entreprises doivent redonner à la société pour stimuler l'économie et s'assurer qu'elles ont un impact environnemental favorable. Donc, la direction a toujours été depuis les entreprises vers les parties prenantes extérieures. Et une chose que l'on voit cette année, est-ce que je peux avoir mes diapos? Apparemment, elles ne sont pas prêtes. Bon, en tout cas, ça a été avancé pour moi, merci. Si on regarde la conférence cette année, merci, on peut voir que la direction a changé. C'est maintenant, on parle plus de ce que les gens, les parties prenantes des entreprises, ce qu'elles peuvent faire pour aider les entreprises pour atteindre leurs objectifs. Et c'est en fait très intéressant et très important, je pense. Comme vous pouvez le voir, au centre de la conversation aujourd'hui, on a la technologie. Parce qu'en fait, la concentration, la décision, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des technologies émergentes pour pouvoir donner le pouvoir aux parties prenantes pour faire une différence, mais également pour aider les entreprises pour atteindre leurs objectifs. On sait tous que, bien souvent, la technologie et plus spécifiquement les médias sociaux, les réseaux sociaux, peuvent faire des choses, des dégâts dans la réputation des entreprises. Et s'ils font quelque chose de mal, et les gens vont sur les réseaux sociaux et sont très cruels avec les entreprises. Ils vandalisent la réputation ou brandalisent, comme on dit. Mais ce sur quoi on veut se concentrer aujourd'hui, c'est comment les entreprises peuvent également utiliser la technologie et les mettre entre les mains des consommateurs pour leur donner la responsabilité pour faire une différence possible et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Alors, on a eu la grande chance de sélectionner un panel d'entreprises avec des idées très innovantes pour responsabiliser les parties prenantes pour faire une différence positive. Et je vais vous présenter un par un avec, tout de suite à ma gauche, Jean-Pierre Kloppes, qui est d'Afrique du Sud également, qui est basé actuellement au Royaume-Uni, pour une entreprise qui s'appelle Brands Eye. Et ils fournissent des solutions logicielles aux entreprises qui en utilisent pour améliorer la satisfaction client en fin de compte. Donc, JP va également être notre premier intervenant et
Quelque chose dont ils sont très fiers, c'est qu'ils ont été, on peut prédire les résultats du Brexit et les résultats de l'élection de Trump, alors que tous les sondages montraient que ça allait aller dans la direction opposée. Donc, nous avons hâte d'entendre ce que vous allez dire sur cette technologie. Ensuite, nous avons Thierry Pagès, qui vient de l'entreprise Enedis, qui est le responsable régional d'Enedis, qui est une entreprise indépendante filiale du groupe EDF, qui est basée ici dans le nord de la France. Et il m'a dit qu'il est très content d'être par nature à l'extérieur. Et ensuite, nous avons quelqu'un qui est né en Écosse, complètement à ma gauche, Lewis Just, qui est basé maintenant à Amsterdam, d'une entreprise qui s'appelle EcoCoin, et qui a essayé il était une formation de designer, mais également intéressé par les monnaies locales, les monnaies communautaires, qui est devenu le cofondateur de EcoCoins, et il se concentre sur comment les technologies nouvelles peuvent donner le pouvoir aux gens pour un avenir durable. Donc, merci de les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Et JP, est-ce qu'on peut commencer avec toi? Parler de Brands Eye et la différence que tu fais. Alors, je suis très content d'être ici. Merci. Comme l'a dit John, je suis venu de Cape Town. On a eu une grosse crise il y a 2 ans. Cape Town, le Cap, a eu une plus grosse sécheresse qui a duré 3 ans. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise n'avait plus d'eau, tout simplement. Vous vous souvenez peut-être de ça. En fait, on était à quelques jours d'avoir une sécheresse complète qui aurait été l'anarchie dans la ville. Donc, l'un de nos clients, la ville, on a vu cette tâche de comment est-ce qu'on peut changer les habitudes de 5 millions de personnes. Comment est-ce qu'on change le comportement d'utilisation de l'eau, une ressource tellement fondamentale auquel on ne pense même plus. Donc, on devait diminuer de moitié la consommation. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour commencer, comment on utilise les réseaux sociaux pour faire ça. Quand on a vu la pire sécheresse depuis 300 ans, une stratégie coordonnée était nécessaire pour éviter le désastre complet à la ville. Et on s'est aperçu qu'une communication efficace était nécessaire pour informer les habitants et changer leurs habitudes de consommation d'eau. Hero, en partenariat avec Brands-Eye, une entreprise qui regarde les opinions dans les conversations sur les réseaux sociaux, a développé une communication adaptée. Ces interventions ont commencé à rétablir la vérité sur la sécheresse et a pu analyser des données en temps réel sur des conversations qui étaient défavorables à la sécheresse. Quand la rumeur est apparu qu'il y avait des fuites dans le réseau, il a pu avoir une réaction à ça avant que ça devienne trop grave. Et ça a compris des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux et en fait, les fuites d'eau étaient en fait la moitié de ce qui se passait dans le reste du pays. Donc très rapidement, les conversations parlaient de la fierté d'être dans cette ville et se concentrer sur les économies d'eau personnelles. Et on s'est aperçu que l'équipe de communication a de nouveau travaillé quand une autre rumeur est apparue sur le gaspillage de l'eau. Et en fait, 4% de l'eau est utilisée dans
des camps illégaux. Et en fait, c'était surtout les fuites dans différents appareils et qui consommaient plus de 60% de l'eau potable de la ville. En envoyant la bonne information dans les conversations et en surveillant les changements de communication, de conversation, on a pu corriger les rumeurs pour que les gens se concentrent sur leur propre consommation. Donc c'était vraiment critique pour nous d'avoir les bonnes données pour pouvoir avoir un effet immédiat pour améliorer la crise, pour la gestion de la réputation, mais également pour qu'on n'ait pas un effet boule de neige quand on travaille avec des ressources naturelles et des fonds publics. C'est très important de gérer cela de façon efficace, avec les données qui nous permettent de faire ça. Le but principal de cette campagne était de réduire l'utilisation de l'eau. Et on a pu faire ça grâce aux données qui étaient disponibles immédiatement et de façon fiable. Donc on a pu avoir une campagne d'information avec du marketing stratégique pour aider la ville à gérer ce qui se passait sur les réseaux sociaux et de réduire de 50% la consommation d'eau en juste 3 ans. Et en fait, aucune autre ville dans le monde a réussi à faire la même chose. Donc c'est un super exemple, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux ont une telle mauvaise réputation qui cause le malheur du monde. Et en fait, c'est un outil au départ. C'est comme un couteau. On peut très bien faire la cuisine avec, servir sa famille, ou alors pour blesser quelqu'un. Et les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de penser avec plus d'attention à comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour faire le bien et non pas le mal, puisqu'il ne faut pas les laisser utiliser uniquement pour le mal. Et je pense que ça montre le concept du fait que les réseaux sociaux sont neutres, on peut utiliser dans les deux sens. Et c'est ça qu'on devrait retenir aujourd'hui. L'année 2016, Cambridge Analytica n'était pas le problème. C'est que les gens étaient très dissatisfaits de ce qui se passait au gouvernement et des politiques, donc ils se rebellaient contre ça. On a vu ça au Royaume-Uni, on a vu ça aux États-Unis, on le voit ici en France, on le voit en Europe. Et les réseaux sociaux, c'est là où ces conversations s'accélèrent. Et le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas se comprendre qui est le problème. Donc très rapidement, on essaie de trouver un bouc émissaire en montrant-lui en disant, c'est Cambridge Analytica, c'est les Russes, c'est l'Ukraine, c'est l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Quelle que soit la chose qui se passe dans le monde, il y a toujours... En fait, ça alimente les conversations. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour corriger ça. La ville du Cap, par exemple, beaucoup d'informations fausses étaient là. Et avec les outils, on a la possibilité de communiquer. Les gens peuvent comprendre et voir comment est-ce qu'on peut faire et amener le changement dans une ville entière ou un pays entier, comme on a vu sur cette vidéo. Donc le principe sous-jacent ici, c'est qu'on a vraiment besoin, de comprendre, c'est que les réseaux sociaux il s'agit d'écouter et de comprendre ce que les gens disent. Une fois qu'on arrive à ça, et ça marche pour les partis politiques, les marques, jusqu'au niveau des relations humaines. Si votre femme est en colère contre vous, il ne faut pas parler plus fort qu'elle. Il faut d'abord l'écouter, comprendre pourquoi son époux ou son épouse est en colère. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est des millions de conversations qui se passent en temps réel. Et tous nos clients se battent avec le fait, c'est comment est-ce qu'on peut écouter ça. Et on a un exemple typique qu'on n'a même pas besoin de regarder, mais dans une conversation sur une banque, c'est difficile pour les machines de comprendre ça. Même avec l'intelligence artificielle, comprendre le langage humain est un domaine où on peut avoir les bons mots, mais le sens. Et les réseaux sociaux, c'est sur le sens. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que si on écoute les mêmes conversations de deux façons, tout d'abord en utilisant un outil d'intelligence artificielle ou des gens, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de sarcasme, il y a des blagues, il y a des gens qui utilisent
des métaphores mélangées, combinées. Donc la différence entre l'écoute humaine et l'écoute de machine est très différente. Et ça fait partie du problème dans le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'on fait confiance aux machines pour écouter pour nous, alors que c'est une tâche humaine. Les machines peuvent nous aider à agréger les données, mais en fin de compte, il faut comprendre une personne. C'est une personne qui doit comprendre une autre personne. Alors, là où on a vu vraiment où ça faisait la différence, c'est que dans les élections. On a vu ça en 2016. On a une petite entreprise basée au Cap. On a vu les articles et ce qui se passait au Royaume-Uni et tout le monde a dit c'est un référendum, mais c'est bon. Ça, on va rester dans l'Union européenne. Donc, on a pris ces données, ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux, et on a vu exactement l'opposé. On s'est dit, ah, c'est intéressant. Personne ne le dit, mais le sentiment net de ce qui se passe sur les réseaux sociaux est en train de dire que davantage de gens font la campagne pour le départ plutôt que de rester. Donc j'étais à la télé, j'en parlais juste avant le référendum, et les gens m'ont rigolé au nez. Ils ont dit c'est ridicule, tout le monde sait que ça va être le vote pour rester. Et quelques jours plus tard, et c'était un choc mondial. Comment est-ce qu'on n'a pas vu? Comment est-ce qu'on n'a pas compris qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement déçus. Et en fait, on en revient à ce slide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sépare ce qui est les relations publiques, les relations de presse, et quelles sont l'expérience des gens. Et plus on a une différence entre ça, plus il y a de problèmes dans le monde. Plus il y a de friction, plus il y a de satisfaction. Vous avez un contrat haut débit et vous dit que je vous garantis 100 mégabits à la seconde, et c'est ça qu'ils vendent. Et quand vous allumez l'Internet et vous avez 10, vous dites « Hey, vous m'avez promis un débit plus haut et je ne l'ai pas ». Et c'est l'exemple typique. Et on l'a partout. Si le gouvernement a fait des promesses qu'on aurait l'assurance maladie gratuite et une éducation de qualité pour tout le monde, et que vos enfants vont à l'école et non pas ça, on a des attentes qui sont très hautes, et les réseaux sociaux font un modèle de ça. On voit exactement ce que les gens attendent et ce que l'expérience réelle. Et c'est là la mesure des mesures à différence. Et les réseaux sociaux sont exactement le bon endroit pour ça, pour qu'est-ce qu'on promet aux gens, quelles sont leurs expériences, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, ce à quoi pensent les gens, on peut voir ce à quoi pensent les gens réellement. Et on peut suivre ça très rapidement. On a des centaines d'humains qui regardent ça dans toutes les langues du monde, et ils aident nos machines à comprendre ce que veulent vraiment les gens. Donc on a résolu cette équation en mettant des gens dans la boucle. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un client qui s'en va? Quels sont les canaux sur lesquels il s'engage? C'est très important. D'où viennent les fausses informations? Et on peut résoudre à cet endroit-là. Et comment est-ce qu'on comprend les sujets de frustration? Parce que c'est une bonne chose de savoir pourquoi son époux et son épouse est en colère, mais pourquoi? C'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Mais ça donne également cette profondeur en comprenant le pourquoi dans ce que les gens disent. Donc ce qu'on a appris, c'est qu'on applique ça à des événements, on peut vraiment faire une différence. Malheureusement, on l'a vu aux États-Unis bien avant que les résultats des élections étaient là. On voit ici que dès le mois de septembre, octobre et novembre, on a vu des choses très différentes de ce que les médias disaient. Et surtout, dans les États qu'on appelle les swing states. On voit ici, c'est que le sentiment hebdomadaire, on voit que pro-Trump, anti-Clinton, et c'est ça qui n'est pas apparu ni dans les sondages, ni dans les médias. Donc on a fait ces prédictions, on a dit, basé sur notre analyse, on dirait que Trump va gagner. Et ça a été le cas. On n'a pas créé ça. Tout ce qu'on disait, c'est un miroir en disant, voilà ce que les gens disent.
et le monde n'écoute pas. Donc, je vais vous le dire aujourd'hui, le monde n'écoute toujours pas. Mais la façon dont les gens communiquent est en train de changer fondamentalement et il faut que l'on s'adapte. Donc, je vous montre une petite vidéo avant de conclure. Je ne me souviens plus quand j'ai passé un coup de fil la dernière fois. Je ne sais pas si j'ai déjà fait d'ailleurs. Jamais? Non? Non, je ne crois pas que j'ai jamais passé un coup de fil. Le phénomène, c'est qu'on voit des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et des textes plutôt que d'avoir une conversation voix. Et cette vidéo parle de la génération mute, la génération muette. La façon dont les gens communiquent est en train de changer. On n'appelle plus personne, on envoie plutôt un petit SMS. Mes enfants en ont des milliers par jour, par semaine. Donc ça augmente et en tant qu'une organisation, il faut qu'on sache ça. Et la façon dont les gens communiquent a changé. Donc cette génération muette, on voit avec ces statistiques de Gartner, les interactions donc parlent de machine learning, de dialogue et tout ça. Et pourtant, les humains demandent toujours cette interaction. Donc, on a un paradoxe, le volume de données, et les humains ont toujours besoin de communiquer. Et ce que je dis depuis toujours, c'est qu'on a besoin d'améliorer la façon dont les organisations écoutent. Pas les machines nécessairement, mais on doit s'arrêter, écouter et pouvoir comprendre que derrière toutes ces données, il y a des gens. En France, il y a des gens qui ont des expériences que le gouvernement doit écouter. Pareil au Royaume-Uni, pareil au Japon, en Chine, partout dans le monde. Et les gens je pense que je prêche des convaincus ici. Les gens ont de l'importance. Ce n'est pas le bénéfice, ça c'est secondaire. Si on promet aux gens quelque chose et qu'on le livre, ils vont être heureux, l'expérience va être bonne et il y aura moins de friction dans le monde. Donc on doit exiger davantage, on doit s'arrêter, écouter et comprendre ce que les gens disent et seulement à ce moment-là on va pouvoir agir. Merci beaucoup. Merci, JP. C'est fascinant, n'est-ce pas, ce que tu as dit. J'ai vu le développement de ces entreprises depuis quelques années. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Une courte question, et tout à l'heure, on aura des questions du public. Est-ce que le problème des données privées n'est pas un problème? On a vu quelqu'un des réaction des médias sociaux. Si on sait qu'en termes de lanceur d'alerte, on sait qu'identifier quelque chose qui dit des choses négatives peut être dangereux pour cette personne dans le sens où il peut y avoir des gens qui essaient de vous réduire au silence. Est-ce qu'il y a un danger à cet endroit-là ou si c'est le cas, comment est-ce qu'on gère ça? C'est une super question. Les données privées et la cybersécurité sont très importants pour nous. Tous les clients qui viennent chez nous pour font appel à nos services doivent avoir une autorisation. On doit aller voir Twitter en disant voilà les clients, voilà ce qu'ils veulent faire. Donc à la fois le fournisseur et les réseaux doivent absolument prouver ça, bien mieux qu'il y a quelques années. Donc des gens avec différentes intentions ne peuvent pas parler aux individus. Donc on est le cas ici, par exemple, c'est une entreprise de banque et de telco. Il faut absolument qu'ils sachent quels sont ces gens-là. Et ensuite, les agences de sécurité, évidemment, on ne veut pas donner le nom des gens à ces gens-là. Ils doivent comprendre ils ne peuvent pas savoir quels sont les individus. And something else, and it's a pity you did not show us that full video of Generation Mute. What's the implication of Pardon. Quelle est l'implication de cette évolution pour nos entreprises qui travaillent avec ces parties prenantes?
En fait, notre société, depuis 15 ans, 20 ans, traitait sa clientèle d'une certaine manière et ça change. Avec la technologie, on doit comprendre ce qui se passe. Quand quelqu'un ne téléphone plus, il faut comprendre cela. Donc, avec la technologie, il ne faut pas comprendre seulement la technologie, mais les gens qui sont dans tel ou tel groupe. Les gens, par exemple, qui demandent quelque chose d'une certaine manière, il faut comprendre ce qu'ils disent. Vous devez vraiment avoir des humains pour entendre et comprendre ce qu'on dit. Comment est-ce que vous couvrez cette partie-là de votre entreprise? Eh bien, nous avons cette plateforme. C'est quelque chose qui... par exemple, quelqu'un travaille, paye pour les médias sociaux. Ils veulent avoir un certain nombre d'informations qui doivent être précises sur des machines dans lesquelles ils ont confiance. Et on voit beaucoup d'exemples de cela dans le monde où les données qui sont sur des machines permettent de prendre des décisions. Si tout le système est basé sur quelque chose d'historique et de preuves historiques, ça va être subjectif. Donc, en fait, pour éviter la subjectivité, il faut mettre l'humain dans la boucle avec les machines en temps réel. Et combien de personnes vous avez? Environ 2000 dans le monde entier. Moyen-Orient, Afrique, Europe, voilà. Une jeune société qui est vraiment impliquée dans ce mouvement. Bien, je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres questions et on pourra y revenir quand on aura entendu nos deux autres orateurs qui vont faire l'introduction. Tout d'abord, vous allez nous parler à nous de votre expérience, l'expérience de Enedis. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un peu d'énergie et de technologie également. J'ai juste un slide, voilà. Avant de parler, je dirais, des 5 ruptures que je vois qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur le fond, la technologie, elle a toujours contribué à changer le monde, et ça depuis la révolution industrielle de 1948. La technologie, elle a transformé notre façon de vivre. Et la question, à mon sens, aujourd'hui, qui se pose, c'est plus la question écologique. Et si les problèmes environnementaux sont d'origine humaine et technique, alors je pense que la solution peut être, elle aussi, qu'humaine et que technique. Humaine, à travers une prise de conscience individuelle et collective, et technique, en appui, effectivement, à cette prise de conscience. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, à mon sens, la suivante, c'est, et quand on est chef d'entreprise, est-ce que la croissance économique et technologique peut-elle être compatible avec l'écologie? Moi, je pense, et j'ai la conviction profonde, que les modèles économiques, plus que jamais, s'ils veulent résister sur les prochaines décennies, ils doivent être guidés par la croissance verte et le développement durable. Alors j'en viens aux 5 ruptures. Les 5 ruptures qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. La première, c'est la fin de l'abondance. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. La deuxième, c'est la rupture technologique. La troisième, et que je vois à l'œuvre, c'est la rupture sur les modèles organisationnels. La quatrième, c'est la rupture sur les modèles économiques. Et la cinquième, on en parle peu, mais c'est quelque chose, en tout cas, que je constate dans mon entreprise, mais que je constate ailleurs, en discutant avec d'autres collègues, c'est la quête de sens, notamment des nouvelles générations. Alors, comment l'entreprise, elle s'adapte pour faire face à ces 5 ruptures? La première rupture, donc la fin de l'abondance, quelque part nous conduit à réfléchir sur comment jouer un peu plus la frugalité. Et donc, si je regarde le travail que nous avons fait au sein d'Enedis, ça nous a conduit à re-questionner tout un tas d'objets. Je parlerai en premier lieu de la politique des placements. Le train, aujourd'hui, qui est un moyen de locomotion électrique, il est à privilégier sur
l'avion sur des courtes distances. La visioconférence, la téléconférence sont à privilégier par rapport à des déplacements. Le zéro papier, cette politique zéro papier a conduit à diviser par 10 l'impression dans nos entreprises. Nous avons également réduit de façon significative l'utilisation de l'eau. Avant, par exemple, pour nettoyer les transformateurs, que vous voyez par exemple dans les postes sources, on utilisait de l'eau. Aujourd'hui, on n'utilise plus d'eau, on utilise de l'air. Également, on a mis en place des politiques déchets extrêmement ambitieuses. Tous les résidus de tous les chantiers sont retraités. Aujourd'hui également, tous les transformateurs qui contenaient du PCB, qui potentiellement pouvaient polluer le sol, sont changés. Également, aujourd'hui, on a entrepris de changer le parc de 35 millions de compteurs à travers le déploiement du compteur Linky. Tous les anciens compteurs sont intégralement recyclés. Et enfin, je pourrais continuer, mais on parle de plus en plus de réseaux Wi-Fi frugaux. Aujourd'hui, au sein d'Enedis, on utilise des protocoles de type Sigfox, LoRa, c'est des protocoles narrowband, qui permettent finalement d'utiliser des bandes passantes faibles, qui permettent en tout cas aux capteurs de fonctionner sans batterie. Et on commence à travailler sur d'autres sujets, on est avec les prestataires, qui tournent autour de l'obsolescence programmée. C'est quelque chose que vous pouvez vivre, je dirais, dans vos foyers respectifs. Quand on voit aujourd'hui les durées de vie, que ce soit d'un smartphone, que ce soit d'une machine à laver, que ce soit dans la vaisselle, c'est des durées de vie qui sont programmées, tout simplement pour entretenir le marché. Donc c'est la même chose, je dirais, et je pense que ce concept d'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui est en train d'émerger et sur lequel on est en train de travailler. Voilà, première rupture donc écologique, et voilà en gros les réponses qu'on peut apporter en entreprise. La deuxième rupture, c'est la rupture technologique. Clairement, l'homme, il ne doit pas être un esclave de la technologie, mais la technologie doit servir finalement une finalité, celle de construire un monde environnementalement et écologiquement plus viable. Et aujourd'hui, pour Enedis, on est en train, je dirais, de construire ce nouveau monde-là. Et on le construit depuis les années 2000. Si vous vous rappelez, si je fais un peu un flashback, dans les années 2000, on commençait à émerger les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque. À l'époque, on ne savait pas intégrer ces énergies au réseau. Et donc, on s'est posé les questions, ok, ça arrive, c'est une tendance sociétale de fond. Quand vous êtes une entreprise, nier une tendance sociétale de fond, c'est avoir un pied dans la tombe. Donc, on s'est dit, ok, il ne faut pas la nier. Par contre, il va falloir s'adapter. Et là, la technologie nous a conduit à réfléchir comment on pouvait mieux intégrer au réseau public de distribution ces énergies renouvelables. On a utilisé tout le potentiel de l'intelligence artificielle, pas dans la vision fantasmée de l'intelligence artificielle, mais tout ce qu'elle pouvait nous apporter pour pouvoir le faire. Et à date, on intègre 95% des énergies renouvelables au réseau public de distribution. Donc on gère pleinement la bidirectionnalité. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, par exemple, c'est la mobilité électrique. Le développement de la mobilité électrique nous impose de réfléchir à déjà comment construire une infrastructure de recharge qui soit la moins coûteuse possible, mais la plus adaptée en tout cas à l'émergence de ces nouvelles mobilités. Mais au-delà de ça, un véhicule, demain, c'est une batterie sur roue. Donc comment utiliser finalement cette capacité embarquée de stockage pour pouvoir mieux gérer l'intermittence sur le réseau. Et donc demain, un véhicule sera en mesure de renvoyer de l'énergie de sa batterie vers le réseau et de renvoyer de l'énergie également sur la maison. Mais également, elle sera en mesure de stocker de l'énergie qui est souvent produite sur des périodes où il n'y a pas forcément beaucoup de demandes. Et donc ça, si on y travaille aujourd'hui, c'est parce que la technologie nous le permet, et notamment l'intelligence artificielle nous le permet. On travaille aussi sur une meilleure gestion prévisionnelle. Comment mieux adapter finalement les capacités du réseau aux besoins en fait, de la consommation. On travaille, la nouvelle technologie nous permet de travailler de plus en plus sur de la maintenance prédictive. Tout à l'heure, je parlais d'obsolescence programmée.
Là, maintenant, je vais parler de maintenance prédictive. Avant, on était dans des politiques de maintenance préventive. C'est-à-dire, tous les 5 ans, par exemple, vous changez tel ou tel composant. Tous les 10 ans, vous changez tel ou tel composant sur le réseau. Aujourd'hui, on écoute. On écoute, en fait, le réseau. On écoute les machines, on écoute les transformateurs. Donc, on les monitore. Et à travers tous les signaux qui nous remontent et l'analyse, je dirais, de ces données massives, c'est du big data, on est en mesure d'intervenir avant même que la panne n'arrive. Et donc là, ça vous fait faire des économies substantielles, mais également, ça rentre vraiment dans une politique, quelque part, de frugalité. La troisième grande rupture, c'est la rupture organisationnelle. Aujourd'hui, une entreprise n'a plus raison toute seule. Et c'est se voiler la face, en tout cas les entreprises qui pensent comme ça, je pense que je ne leur donne pas grande vie. Aujourd'hui, une entreprise, elle se doit de travailler avec son écosystème. Elle se doit d'écouter quelles sont les attentes des parties prenantes et à partir de ces savoir-faire, de pouvoir co-construire avec les parties prenantes les solutions qui vont permettre de répondre à leurs attentes. Et donc, on est dans des systèmes de gouvernance qui sont beaucoup moins pyramidaux, beaucoup plus transverses, où on coopère avec le tissu économique, le tissu associatif, avec le monde des startups, et c'est ça qui nous permet aussi, à nous, entreprises, de faire des véritables gaps et d'accélérer. La quatrième grande rupture qui est à l'œuvre, pour moi, c'est celle des modèles économiques. Ce qu'on observe, c'est aujourd'hui une remise en question de la mondialisation. On observe également une désinternationalisation de la production. On observe, et ça c'est une tendance sociétale assez forte, un souhait de rapprocher les lieux de production et les lieux de consommation. Ça a commencé il y a 10 ans dans l'agriculture, ça continue également dans le domaine de l'énergie. Produire local, consommer local, c'est quelque chose qui devient une réalité, qui était déjà une réalité, je dirais, au niveau de l'agriculture. C'est une chose qui devient réalité dans l'énergie, puisqu'aujourd'hui, on travaille à mettre en place de l'autoconsommation collective. Ça veut dire que des clients qui sont dans un même quartier, qui auraient par exemple des panneaux photovoltaïques sur leur toit, donc qui produiraient de l'énergie, peuvent vendre une partie de leur énergie, en fait, à leurs voisins. Et donc, cette énergie, elle transite par le réseau public de distribution. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place des algorithmes et des protocoles qui permettent de gérer le partage de la production et de la consommation entre les différents clients à la maille d'un quartier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Aujourd'hui, également, on passe d'une économie du partage à une économie du partage versus une économie de la propriété. C'est quelque chose qui est très tendanciel, d'ailleurs, plutôt d'ailleurs chez les jeunes générations. Aujourd'hui, on accompagne également le développement de l'autopartage. On travaille également sur tout ce qui tourne autour des plateformes de données. Quand vous regardez des plateformes de données, type par exemple Airbnb, la valeur de la plateforme de données, elle a beaucoup plus de valeur que l'ensemble des biens qui transitent via la plateforme. C'est quand même impressionnant. On est vraiment sur des changements de paradigme extrêmement forts. Et nous également, en tant qu'entreprise du secteur de l'électricité, on a construit notre propre service public de la donnée à travers la mise à disposition d'un socle de services publics de la donnée gratuitement aux collectivités, de manière à ce qu'elles puissent adapter leur politique, par exemple, de rénovation énergétique, leur politique climat, air, énergie, territoire, leur politique de lutte contre la précarité énergétique, de lutte contre l'habitat indigne, etc. Et donc ça, c'est notre rôle, et moi je considère que c'est mon rôle d'opérateur industriel de service public, que de pouvoir utiliser ce potentiel de la donnée et créer du service à forte valeur ajoutée pour les collectivités. Et enfin, la dernière rupture que je vois, qui est assez profonde, dont on ne parle pas suffisamment, c'est pour moi ce que souvent je dis, c'est la quête de spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité au sens religieux, c'est la quête de sens. Les nouvelles générations, et on les voit dans les générations Y, Z, elles recherchent du sens dans leur travail, et elles souhaitent faire un travail qui soit en accord avec leurs propres valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, une réelle rupture. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, et je parle pour mon entreprise,
on développe tout un tas de démarches qu'on appelle des démarches opales, hein, c'est du lâcher-prise, en fait. On donne à certaines équipes le pouvoir de changer la donne. Donc c'est les équipes qui savent au mieux hein, trouver les leviers pour pouvoir changer la donne, et donc on leur donne cette possibilité-là hein, d'entreprendre, et donc c'est une équipe qui devient finalement entrepreneur de son propre changement. On développe également le télétravail, ça correspond vraiment à un vrai souhait de vie, et la technologie nous permet de le faire. Et là aussi, il faut s'affranchir, il faut faire tomber tout un tas de barrières. Hein. Ça fait partie du lâcher-prise, ça fait partie du faire confiance. Il faut oser la confiance, il faut oser la bienveillance en entreprise. Et surtout, et je pense, et ça c'est un point qui n'est pas des moindres, c'est toujours donner du sens, faire de la pédagogie. Quand on ne comprend pas le sens, quand on ne comprend pas la ligne directrice, le cap, à ce moment-là, ça devient difficile effectivement de trouver du plaisir au travail, de trouver du sens à son travail et d'être engagé. Et donc ça, c'est un point que je souhaitais souligner. Donc voilà les 5 ruptures que je souhaitais partager avec vous. Et vous voyez que la technologie, hein, elle est pleinement en support de ces ruptures, mais elle ne remplace pas l'homme. C'est avant tout l'homme qui est en mesure, à travers une prise de conscience, de changer la donne, et non pas la technologie. La technologie, c'est qu'un vecteur. Merci. Thanks, Thierry. Merci Thierry. C'est fascinant ce que tu as dit. Il y a 2 choses que je voudrais reprendre là, en termes de ce que tu viens de nous dire. Il y a 2 choses que je voudrais reprendre. Tout d'abord, tu as beaucoup parlé de l'écoute, écouter le consommateur, mais aussi le responsabiliser pour qu'il prenne des bonnes décisions en matière d'énergie. Et tu as dit qu'il fallait mettre les données à la portée des consommateurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et puis, tu as été plus pratique pour nous dire comment tu faisais ça. Tu nous as donné des exemples. Alors, je vais compléter. D'ailleurs, j'ai donné des exemples et je vais compléter. Je vais vous citer 2 expérimentations qu'on a engagées. Une avec Pas-de-Calais Habitat, qui est le plus gros bailleur social sur les Hauts-de-France, hein, qui gère un parc de 40 000 logements. Avec Pas-de-Calais Habitat, on a entrepris le plus grand projet d'autoconsommation collective à la maille de la France. À terme, leur ambition, c'est que l'autoconsommation collective soit une réalité sur l'ensemble de leur parc. Aujourd'hui, à travers les premières mesures que nous avons mises en place pour responsabiliser les clients sur leur propre consommation d'énergie, on obtient des résultats de baisse des consommations significatives de l'ordre de 12%. Et on pense, et à travers les expérimentations qu'on a pu conduire également via la pose du compteur Linky, donc qui permet aux clients aussi de mieux prendre conscience de sa consommation à travers la mise à disposition des données, on peut arriver à des baisses de l'ordre de 23%. C'est énorme. 23% de baisse de consommation, rien qu'à travers cette prise de conscience. Et le deuxième exemple, c'est celui qui tourne autour des données. Quand on est un opérateur comme Enedis, on gère des millions de données, des dizaines de millions, des centaines de millions de données. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on garde ces données pour nous? On aurait pu le faire. Il y en a qui étaient partisans de ça. Ceux qui avaient peur, ben oui, mettre à disposition les données, oulala, on va rentrer dans nos secrets industriels. C'est compliqué pour une entreprise de dire, ah ouais, je vais mettre des données en open data. Et bien le choix qu'on a fait, et parce que c'est une tendance sociétale de fond, et comme je l'ai dit, nier une tendance sociétale, c'est à terme mettre un pied dans sa tombe. On a fait le choix de mettre à disposition ces données en open data. Et plus que ça, on a commencé à discuter avec le gouvernement. À l'époque, c'était avec Ségolène Royal et avec Axel Lemaire, qui avait en charge le numérique. Et on a dit, mais finalement, toutes ces données-là, qui aujourd'hui, dont le potentiel n'est pas suffisamment utilisé, on doit pouvoir l'utiliser pour bâtir un véritable socle de services publics, pour pouvoir accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leur politique.
Et en discutant avec les collectivités, on a mieux cerné finalement, mais qu'est-ce qu'elles attendaient de nous? Donc elles nous attendent en tout cas sur notre capacité à les accompagner dans l'élaboration de leur plan climat, air, énergie. Elles nous attendent également de les accompagner sur leur politique de rénovation énergétique, comment mieux cibler les bâtiments qui sont énergivores, etc. Mais à travers tout simplement la construction de ce socle de services publics de la donnée, on est en mesure aujourd'hui de les accompagner de façon tout à fait humble dans la construction de leur politique. Et ça, c'est un point qui est majeur. Et le dernier point que je voudrais citer, qui est assez, enfin, quelque part, c'est assez dissonant avec le secteur de l'énergie, c'est une expérimentation qu'on conduit avec la métropole européenne de Lille. Vous avez pu voir dans la presse, souvent on parle de la qualité de l'air. La qualité de l'air, ça devient un véritable enjeu. La pollution aux particules fines, c'est un véritable enjeu parce que les particules fines sont responsables de pas mal de maladies et donc ça devient un véritable enjeu sanitaire. Et qui d'entre nous, dans notre famille, ne sont pas concernés de près ou de loin par certaines maladies comme l'asthme, comme Alzheimer, etc. Des maladies qui aujourd'hui sont liées en partie à la pollution aux particules fines. Alors, fort du constat que souvent la métropole européenne de Lille pouvait être pointée du doigt, je dirais, dans les médias, sur la qualité de l'air, on a entrepris une expérimentation avec elle. On a équipé nos véhicules de capteurs qui nous permettent de cartographier en temps réel la pollution aux particules fines. Il y a 2 métropoles dans le monde qui font ça. Il y a Paris, et vous avez pu voir Anne Hidalgo, elle a communiqué récemment sur le résultat, puisqu'elle va mettre en open data effectivement cette cartographie de la pollution aux particules fines en temps réel. Et nous, on le fait avec la métropole européenne de Lille. Et il y a d'autres métropoles dans le monde qui sont intéressées. Ça a permis quoi? Ça a permis de mettre en évidence, à travers le parc de véhicules roulants, les hotspots. Et ces hotspots, ensuite, c'est la métropole européenne qui en fait son affaire, de manière à pouvoir prendre les mesures qui lui semblent les plus opportunes, de manière à pouvoir réduire ces hotspots. Et donc, vous voyez la puissance, je dirais, de la technologie. Et là, c'est pour ça que je dis, la technologie, ce n'est pas notre ennemi. Mais la technologie, ce n'est pas elle qui fait l'homme. C'est à nous de donner la direction et d'utiliser la technologie pour pouvoir arriver à notre fin. Thank you. Bien, je pense que c'est très, très logique et c'est bien de voir comment tu utilises les données comme cela pour les mettre à la disposition des consommateurs. Et je voudrais reprendre d'autres choses, mais tu en as déjà parlé, par exemple, la nouvelle génération, qui n'est pas toujours muette, qui poursuit un certain nombre d'objectifs. En fait, elle recherche un sens. Alors, maintenant, on va parler de EcoCoin. Louis. Bon. On a parlé d'ego aujourd'hui, alors je me suis dit qu'il fallait vous poser 2 questions très simples. Levez la main si vous voulez gagner de l'argent. Levez la main si vous voulez gagner de l'argent. Bon, bien sûr, ce n'est pas étrange. Alors, deuxièmement, qui voudrait avoir un bon impact sur le monde? Levez la main. Bon, ben voilà, je suis bien là où je devais être. Donc, je veux parler d'économie, écologie, biologie, technologie, psychologie et l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argent? Bon, j'ai mené un forum sur l'économie. Je pense qu'à ce moment-là, c'est clair. Mais c'est intéressant comme question. Si vous demandez à un économiste, il va dire « c'est un moyen de change ». Oui, c'est dans le monde entier, ça permet de payer. Deuxièmement, ça permet de stocker la valeur. Ou bien, c'est une unité de compte. Ça vous permet d'aller dans le monde entier et d'acheter des choses. Et tout ça, c'est vrai, mais je pense qu'on n'a pas été assez large. Lorsque l'on parle d'argent, c'est une technologie sociale pour un changement de comportement. C'est social, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs personnes pour que ça marche. On doit avoir la croyance que ça va fonctionner. Très souvent, avec la technologie, on n'y croit pas. On ne croit pas toujours que ça va marcher. C'est comme ça. Mais c'est aussi une technologie, c'est-à-dire dans sa conception. Et dans ce sens, ça peut être conçu
conçu et reconçu, revu. Et c'est pour le changement de comportement. Vous pouvez classifier l'argent en deux parties. L'argent que vous avez dans votre poche, celle qui vous permet d'acheter des choses, qui vous permet d'avoir un salaire, d'avoir un bonus, etc. Et puis, vous avez l'argent que vous n'avez pas envie de dépenser, les taxes, etc. Et il y a une force invisible qui vous pousse ici et là. Dans notre économie d'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est quelque chose qui nous pousse vers la croissance. On en a entendu parler. Maintenant, l'économie est obsédée par la croissance. La technologie, c'est extraordinaire. Mais parfois, on ne se rend pas compte que toute cette technologie autour de nous par exemple, tous les minéraux qui sont utilisés, ça vient de l'environnement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on est obligé également par l'écologie de développer l'économie. Donc, comment est-ce qu'on peut lier ces deux écosystèmes? Comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur équilibre entre écologie et économie? Je vais vous donner deux exemples concrets. Voilà Alberto, qui est un agriculteur brésilien. Il a le choix. Il peut soit couper tous les arbres, faire pousser du maïs, se faire de l'argent et s'occuper de sa famille. Ou bien il laisse les arbres et il ne gagne pas d'argent. Donc, on a un système économique qui détruit l'écologie, qui détruit les forêts, et on ne paye pas les gens pour protéger la forêt. Donc, ça rime plus à rien. Donc, vous en arrivez à la conclusion que s'occuper du changement climat demande un changement de système. Il faut approcher l'ensemble de la chose. Vous pouvez imaginer comment vous pouvez payer les gens pour qu'ils gardent leur environnement. Alors, nous avons l'éco-coin, c'est-à-dire la pièce qui vous permettra de faire le bien et être payé. Mais donc, Alberto, à ce moment-là, va pouvoir gagner 1000 éco-coins pour maintenir la forêt. Patrick, lui, il peut en avoir 30 en recyclant ceci ou cela. Jill et Jim peuvent aller travailler sur leur vélo et ils gagnent 10 échos. Et le petit garçon plante son premier arbre et gagne un éco-coin. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas cette théorie pour la mettre en pratique? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à construire cette plateforme. Et cette plateforme, on peut voir les actions durables qu'on appelle des missions. Et plus grosse est la mission, plus l'impact on a, plus on a d'éco-coins. Pour les vérifier, grâce à des codes QR, qui sont dans des endroits stratégiques, ou alors on le donne à des gens pour s'assurer que l'action est validée. Et ensuite, sont stockés dans un portefeuille digital, voir combien on a d'éco-coins, quel est l'impact en tant que personne, voir combien on a réduit le CO2, combien de déchets j'ai reçus, combien d'énergie j'ai économisé. Et ça, c'est un retour d'expérience. C'est très important pour engager et motiver les gens. Donc, une fois qu'on a reçu des éco-coins, on peut les dépenser. Donc, on a créé ces places de marché, donc on peut dépenser ces éco-coins suivant la communauté avec laquelle on travaille. Donc, ça peut être une réduction sur un café, des tickets de festival, des réductions, un jour de congé, rencontrer le PDG. Et on peut également les donner pour planter des arbres. Et on a également commencé à gamifier tout ça, en faire un jeu. Donc, les gens sont modifiés. On a des leaderboards, donc des podiums pour que les gens puissent se comparer. On a les éco-héros également. Et également, on peut jouer de façon coopérative en équipe. C'est important de faire ça, parce que les gens sont motivés de façon différente. Et peu importe comment ils sont motivés, nous, ce qu'on veut faire, c'est que les gens soient responsabilisés et leur action pour améliorer le monde.
Donc, on a eu cette plateforme, ça fait quelques années qu'elle fonctionne. On a commencé à travailler avec des événements. Donc, on a travaillé avec un événement à 20 000 personnes. Ensuite, on a commencé à collaborer avec les universités. Comme nous avons entendu, cette nouvelle génération, c'est vraiment ceux qui portent ce système. On a travaillé également avec le gouvernement avec L'Oréal, le gouvernement hollandais. Et je pense qu'il y a un réveil maintenant, voir comment est-ce que je vais pouvoir m'impliquer dans le mouvement durable. Et ce qu'ils arrivent bien à faire, c'est avoir des gros systèmes en place. Donc, vous avez des entreprises qui viennent et qui disent « on veut être neutre carbone en 2025, on veut être sans plastique en 2025 ». Ce sont des objectifs admirables. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les outils ni les ressources pour les atteindre. Donc, ils ont des grosses stratégies, mais en fait, au jour le jour, qu'est-ce que vous faites pour faire ça? Et là, on a des gens qui ne peuvent pas répondre. Donc là, on a travaillé avec L'Oréal, et le but, c'était de réduire 60% de leur émission de CO2 pour 2020. C'est admirable, c'est super, mais comment ils font ça? Pas sûr. On a commencé à travailler avec eux aux Pays-Bas avec 300 employés, 300 collaborateurs, essayer de les impliquer en tant que partie prenante. 75% des employés se sont inscrits pour gagner des éco-coins. C'était au-delà de ce qu'ils attendaient. En principe, on a une application de 10%. Donc, en fait, on est vraiment une bonne application donc, dans toute l'organisation. Ensuite, ils ont fait 4000 actions dans le mois et c'est cohérent. Donc, on n'a pas eu juste un gros total au départ, mais tous les jours, ça a été assez régulier à cause du feedback, grâce au feedback qu'on leur donne. Toutes ces actions s'additionnent donc à 8000 kilos de CO2 de réduit. Donc, c'est 60 vols, par exemple, d'ici à Amsterdam. Et voilà, c'est ce qu'ils adorent. C'est qu'on économise l'argent, 3 000 €, et ça vient des réductions d'énergie, de collection de déchets, budget transport, on peut réduire tout ça. Donc, bien souvent, on dit c'est 50% d'écologie, de protection, et 50% d'économie. Il faut que ça fasse du sens pour le bilan. Donc, ils n'ont pas agi différemment, en fait, mais on les a inspirés pour réfléchir différemment. Donc, 80% des gens ont réfléchi à la durabilité dans leur vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Tout d'abord, on implique et on mesure les gens, on responsabilise les gens à tous les niveaux d'organisation pour contribuer à un futur durable. On s'assure qu'il y a un modèle économique derrière pour économiser de l'argent. Et le plus important, je crois, c'est qu'on essaie vraiment de faire ce changement d'attitude sur le long terme. Parce que là, dans ce cas-là, c'est la durabilité, ce n'est pas tout simplement l'affaire du service RSE, mais c'est partout. C'est vraiment pour avoir ces dialogues sur la durabilité dans chaque réunion qu'on parle. Et c'est ce qu'on fait avec L'Oréal. En fait, on les fait réfléchir différemment. Et ils sont vraiment appréciés par ce qu'on fait parce qu'on monte en puissance, on travaille dans la supply chain jusqu'à leurs clients. On essaie de disséminer cette culture, de diffuser cette culture. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Dont on a entendu aujourd'hui, c'est que ce soit mu par les données, que ce soit que les données soient moteurs. On voit comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça, voir qu'est-ce qu'on peut aider les gens à prendre des décisions en prenant connaissance de cause. C'est également un système où on pense au paysage entier et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue humain. Quelle est l'expérience pour toi? Et on passe vraiment beaucoup de temps, voir comment est-ce qu'on veut motiver les gens, les organisations, comment est-ce qu'on leur pose ces questions, comment on s'assure qu'on construit là-dessus. Et enfin, la collaboration dès qu'on le peut. On a vraiment été privilégiés. Des communautés qui ont réussi à nous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'ils auraient fait eux-mêmes. Donc,
Nous avons rêvé et maintenant on est en train de travailler là-dessus. On travaille là-dessus depuis des années et ça c'est un livre blanc qu'on a sorti, le futur. En fait, on veut que ce soit un mouvement mondial. Mais à l'heure actuelle, on est vraiment concentré pour trouver des gens qui pensent comme nous, et des organisations et des réseaux qui veulent nous permettre de monter en puissance. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est rebondir sur l'économie. Merci de votre attention. Thanks, Lewis. Merci, Lewis. Est-ce que des individus peuvent également rejoindre ceci ou est-ce que c'est uniquement pour les entreprises et les collaborateurs? Comment ça fonctionne? Donc, on va le plus vite possible, mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se base sur des communautés tout d'abord, puisqu'on a besoin de beaucoup de gens dans un environnement. Donc, on a quelques communautés à Amsterdam. Parfois, ce sont des entreprises, des fois, ce sont des quartiers. On travaille avec l'État également. Et ce qu'on veut faire, c'est ouvrir et continuer à construire pour que vous puissiez également commencer l'éco-coin. Alors, dites-nous plus, vous avez dit que c'était des actions, on poursuit les actions, vous avez donné du feedback. Donnez-nous un petit peu, d'un point de vue pratique, une idée de comment, ou des exemples pratiques, comment ça se passe. Oui, tout à fait. Alors, si on va prendre, par exemple, on a une option en tant que consommateur quand on va prendre à manger comme on va faire tout à l'heure. On a le choix, on peut viande ou végétarien. Et on sait l'importance du bœuf par rapport aux végétariens. Et on peut calculer l'impact de cette décision. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est de motiver les gens de choisir l'option végétarienne. Et s'ils le font, ils vont être récompensés. Donc, on les récompense avec des éco-coins. Ils vont à la cantine et il peut y avoir, par exemple, un QR code sur le reçu. Et ensuite, ça libère les éco-coins qui peuvent être dépensés en ville avec des services qui sont équitables. Fascinant, fascinant, super. Je vais maintenant donc ouvrir les questions au public, des questions pas uniquement à Lewis, mais également Jean-Pierre et Thierry. Est-ce qu'on peut voir les premières questions? On en a une deuxième. Est-ce qu'on a une troisième question derrière? On va commencer avec les deux premières questions et ensuite on fera une deuxième vague. Bonjour. Ça marche. Donc moi, la question, c'est plus pour Enedis et Bright Eyes. Donc en fait, ça concerne par rapport aux données personnelles. Comment vous comptez répondre à la demande, certes, qui est encore minoritaire, mais qui commence à se faire, qui est le respect de la donnée, qu'elle soit privée ou même la donnée tout court. Et même parfois, un nouveau son de cloche qui vient d'arriver, c'est aussi la rémunération de la donnée. C'est-à-dire que l'utilisateur serait payé, par exemple, je ne sais pas, 15 € pour donner son nom, prénom, ce genre de choses. Donc, quelle serait votre réaction par rapport à ça? Et pourquoi, enfin, est-ce que vous pourriez répondre à une question qui est totalement fictive et qui n'aura pas de bonne ou mauvaise réponse? Pourquoi l'utilisateur n'est pas consulté sur les politiques de la mise en place du respect des données personnelles et qu'en fait, ça reste qu'un simple signataire à l'heure où chacun, comme vous le disiez, à juste titre, est en quête de sens et dans une démarche participative. Merci d'avance. Merci pour votre question. Okay, let's take a second question as well. I think it also has implications. On va prendre une deuxième question parce qu'il y a également des explications pour toi, JP. La deuxième question, où est-ce qu'on était? Là-bas. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième question, s'il vous plaît? Le rapporter le micro. D'après ce que j'ai compris, ce sont les entreprises qui payent pour les éco-coins pour avoir améliorer leur perception écologique, c'est ça? Est-ce que tu veux répondre celle-ci peut-être tout de suite? Oui, tout à fait. Les entreprises
qui veulent faire mieux doivent payer, c'est sûr. Donc en fait, nous, on leur facture une commission pour mettre en place ça pour eux, mais également, on s'assure qu'on puisse couvrir les coûts pour d'autres gens qui ne peuvent pas payer, pour qu'on puisse le donner gratuitement pour des universités, pour des ONG et d'autres gens. Donc en fait, on essaie d'avoir un équilibre ici. Mais les entreprises font beaucoup de choses, donc ils font beaucoup de dégâts, donc je pense que ici, pollueur-payeur, ça serait peut-être une bonne idée. Ouais. OK, donc sur la donnée, c'est une question qui est extrêmement sensible. Il y a quelques années, dans les années 2010, Google était venu nous voir en disant « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer un partenariat? Vous êtes électricien, nous, on connaît le big data. Est-ce que vous ne pourriez pas nous mettre à disposition tout un tas de données de manière à ce qu'on puisse créer du service pour les clients ?» Donc, clairement, notre réponse a été non. La donnée, en fait, elle appartient au client. Ce n'est pas une donnée qui appartient à Enedis. C'est bien le client qui est responsable de sa donnée. Et nous, dans les traitements que nous faisons des données, c'est à des mailles et d'une certaine façon qui permettent de ne jamais retrouver l'identité d'un client. Donc c'est à des mailles agrégées. Et donc ce sont des données anonymisées. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Après, autour de la question de la donnée, il y a la question de la cybersécurité. Comment aujourd'hui, à travers les systèmes que vous déployez, et je pense notamment au compteur Linky, comment vous faites en sorte que ce système soit robuste contre les attaques? Et on voit que, quelque part, les nouvelles formes de guerre, c'est aussi des cyberguerres. Enedis a fait le choix, et c'est un choix pleinement assumé, d'investir énormément sur la question de la cybersécurité. Et on est sur les protocoles, pratiquement les protocoles les plus durs qui existent aujourd'hui, de manière à faire en sorte, en tout cas, qu'aucun hacker puisse rentrer dans notre système. Et surtout, et en cas d'attaque, de pouvoir découpler toutes les couches soft et les couches, tout ce qui tourne autour de l'électronique industrielle, qui permet derrière de prendre le contrôle du réseau. Donc ça, aujourd'hui, on a résisté, je dirais, à toutes les cyberattaques, contrairement à d'autres groupes, mais on investit énormément. Il y a 2 ans, on a investi 600 millions d'euros, je dirais, dans les SI. On est le groupe, pratiquement au monde, qui a le plus investi, je dirais, dans les SI. Donc c'est une question essentielle et c'est une question de crédibilité en tant qu'opérateur industriel. JP, you want to respond to that as well? Yeah, I think for us it's slightly different in your case where pour nous, c'est typiquement différent. Pour nous, ce sont leur attitude qui est intéressante, donc l'avis de la personne qui forme la base de données. Donc il y a une responsabilité sur comment est-ce que respecte la voix de l'utilisateur. Et pour respecter les gens, il faut les écouter. Donc pour nous, il y a une responsabilité, c'est comment est-ce qu'on écoute de façon éthique, qui respecte leur individualité et résolvent leurs problèmes et ne pas en faire empirer leurs problèmes. Donc c'est une étude au cas par cas, bien souvent. Et c'est vraiment le principe de base sur la façon dont on gère les infos. D'autres questions? On en a une ici et une là-bas. Donc on va prendre 2 questions supplémentaires et on reviendra. Merci, je vous en prie. Alors, merci pour vos interventions. Une question, donc vous présentez les technologies comme une solution à la réduction de la pollution. Les technologies en elles-mêmes sont une source très importante de pollution. Donc comment vous faites avec cette balance pour être sûr que les impacts, notamment par exemple sur la réduction des consommations électriques, ne soient pas contrebalancés par une surconsommation du fait de ces technologies? Okay, and over here as well. Thank you. Donc on en reprend une autre là-bas. La question s'adresse plutôt, à Lewis Just. Le type d'entreprise que vous proposez, pour moi, pose la question quand même de la liberté derrière. Et je pense au système qui est actuellement en Chine, où par un système de bons points, chaque Chinois est noté dans toutes ses actions et peut accéder ou pas, à des prêts, etc. Donc en fait, ça peut aller très très loin. Ça, c'est ma première question. Donc il y a quand même un vrai problème un peu de Big Brother derrière ça.
Et la deuxième chose, c'est l'histoire de rémunérer chaque action. Pourquoi rémunérer chaque action? Ça veut dire que si je fais quelque chose de bien, je vais être rémunéré. Il y a quelque chose qui meurtre un petit peu là-dessus. Et puis, est-ce que vous êtes sûr que les personnes qui vont dire « je fais telle action », est-ce qu'elle va vraiment la faire? Donc une compétition, je voyais quand vous avez parlé de L'Oréal, bon, ils vont le faire au sein de L'Oréal, mais est-ce que les gens vont vraiment le faire d'une façon volontaire, c'est-à-dire en y mettant vraiment toute leur, leur volonté propre, ou ils vont se dire il faut suivre ce que dit la société, donc je m'insère dans un système, mais je cache, je modèle, enfin bref, il y a d'autres questions vraiment de liberté et qui sont importantes là. Okay, there's a nice challenge to all of you. Oui, je crois que c'est des questions super intéressantes et dérangeantes. Je peux parler en premier, oui, tout à fait. Ce sont des très bonnes questions, tout à fait. La première question, oui, les deux questions sont sur la liberté et le système de crédit qu'ils ont en Chine. On ne veut absolument pas avoir ça. Ça, c'est sûr. Je dirais que c'est la définition de le bâton qui punit les gens. Donc là, il faut... La façon dont on construit le système, c'est que c'est sur une base volontaire. Donc, vous décidez si vous voulez vous inscrire ou pas, si vous voulez en faire partie ou pas, si vous voulez partager vos données ou pas. Et les données qui sont partagées avec nous, elles n'est jamais partagée avec personne d'autre. Donc, de nouveau, on essaie de respecter les données privées et également la liberté. La deuxième question sur la motivation des gens, est-ce qu'on est obligé de faire partie du système? Donc je pense que j'ai répondu à ça, c'est sur une base volontaire. Mais je pense que vous l'avez dit vous-même, peut-être que vous n'aimerez pas être récompensé pour ça. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas besoin d'être récompensés. La plupart des gens dans cette pièce font déjà beaucoup de choses durables, le bien. Ils ont déjà beaucoup d'actions. Donc ça, c'est super. Donc peut-être que vous n'êtes pas la cible pour ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut ici, c'est de changer l'attitude des gens qui ne font rien de façon durable aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille avec des entreprises qui ne pensent pas en ce moment en train de penser durable aussi. Je pense que c'est toujours un spectre, c'est toujours... On est sur une planète où on la partage tous, on partage nos ressources, donc toute personne doit contribuer. Certaines sont plus sensibilisées que d'autres. Mais c'est notre devoir, notre mission, de pouvoir réveiller un maximum de gens et les responsabiliser pour qu'ils puissent contribuer à un meilleur avenir. Je pense que c'était une super question, ça. Je pense, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire bouger les gens qui sont des gens motivés par autre chose, qui deviennent convaincus et motivés de même. Donc l'histoire de carotte et du bâton, je pense que les deux, ce sont des motivations externes, ce pas des convictions intrinsèques. Tout à fait. Et en fait, on s'est aperçu que quand les gens arrêtent d'utiliser, la motivation continue. Donc, une fois qu'on a changé leur comportement sur le court terme, ils ont changé ils sont dans un nouveau modèle, une nouvelle tendance. Donc, même quand ils arrêtent d'utiliser le système, ils continuent à le faire. Donc, en fait, c'est tout simplement, c'est une question de démarrer le système dans un contexte social. On travaille tous dans le même but et d'un seul coup, on dit « Ah oui, ça fait du sens. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et là, c'est là où ça commence à cliquer. Donc, si on parle de l'autre question, la technologie, qui bien souvent fait partie du problème, en tout cas en termes de pollution. Donc, je pense que c'est une question intéressante. Peut-être que le panel pourrait répondre à ça. Oui, tout à fait. Alors, juste par rapport à la réduction des consommations, donc ça, c'est bien à travers les mesures que l'on fait, et c'est notre ambition, c'est vraiment d'induire un véritable changement de comportement. Et je pense que la réduction de l'empreinte carbone, ça passe avant tout par quelque part une véritable éducation comportementale, en fait, à la façon de consommer sa propre énergie. Ça, c'est le premier point. Et je parle de ça parce que ça a une vraie valeur scientifique. Aujourd'hui, ce que je constate, malheureusement, dans pas mal
c'est un peu tendanciel aussi, hein. Il y a pas mal de fake news. Et il y a une tendance parfois à réduire la valeur de la parole scientifique. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que ça permet, enfin, quelque part, c'est le développement de nouveaux terreaux basés sur l'ignorance. Et donc, moi, je pense qu'il faut toujours revenir à la mesure. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans nos process, on mesure leur impact carbone. Et bien entendu, notre ambition, c'est de réduire l'impact carbone. On le fait également sur nos matériels. On travaille beaucoup en lien avec nos prestataires, nos fournisseurs de matériel, de manière à pouvoir, avec eux, réduire l'empreinte carbone. Je prends par exemple un exemple sur les transformateurs. Avant, vous aviez des transformateurs qui avaient tout un tas de pertes en ligne. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs d'énergie pour réduire ce qu'on appelle les pertes fer, c'est-à-dire les pertes non techniques. C'est toute l'énergie qui est consommée sur le réseau, qui est consommée, je dirais, dans le transformateur, au détriment, bien entendu, d'une livraison, je dirais, chez le client, et donc qui induisent la mise en route de nouveaux moyens de production. Donc aujourd'hui, on travaille et on achète auprès de nos fournisseurs des transformateurs à faible perte fer. D'accord ? Et on le décompose, cette approche, on le décompose sur l'ensemble de notre chaîne de valeur qui nous permet de réduire fortement notre empreinte carbone. Mais je le répète, dans l'énergie, moi je suis intimement persuadé que ce qui va rapporter le plus, c'est le changement des comportements, dans notre façon de consommer l'énergie. JP, you would like to add to that? Not. Okay. A final few questions that we can. Alors, on a peut-être des dernières questions qu'on peut prendre ici. On en a une ici. On a le temps pour juste quelques questions. Donc, on va commencer ici. On va commencer derrière, pardon. Bonjour. Alors moi, je me pose une question un peu plus globale. Nous avons là, sur ce beau plateau, quelqu'un qui traverse le monde en avion pour animer des conférences. Nous avons quelqu'un qui manipule les informations sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a un représentant d'enseignement RTE, donc EDF, qui nous a imposé le nucléaire en tuant en France les premiers brevets des panneaux solaires et des éoliennes, et qui s'est vraiment battu contre les premiers écolos qui essaient de faire passer d'autres projets. Et enfin, quelqu'un qui, au lieu de mettre en avant le développement durable et le fait que c'est pour le bien de la planète, et non pas juste pour gagner de l'argent, qu'il faut faire des actions. Ma question est plus globale. Où est le développement durable dans tout ça? Okay, fascinating question. We'll get the panel onto that. Question intéressante, tout à fait. Les membres du panel vont répondre à ça. Devant, une question devant. Alors, c'est en bas. Premier rang. Bonjour. Alors, ma question est pour vous tous. C'est pas vraiment une question, je rebondis par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est important de voir les progrès réalisés et pas rester sur le passé, ce qu'on a mal fait ou ce qu'on n'a pas suffisamment fait. Mais les progrès, moi j'en vois en tout cas au niveau de Enedis, notamment dans le mode de management, donner le pouvoir d'agir aux salariés, amener les gens à changer de comportement, avoir un impact social. Donc j'ai envie de m'intéresser à ce que vous faites de bien et laisser le passé à sa place. Pour ce qui concerne EcoCoin, j'ai envie de vous amener à réfléchir, à aller plus loin. C'est très prétentieux ce que je viens de dire, mais ce n'était pas ce que je voulais dire. C'est que moi, je suis la fondatrice du Club Easy. Je suis dans la lutte contre l'exclusion des jeunes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de solution. Et je me dis que peut-être votre outil aurait encore plus de sens si, par exemple, les salariés pouvaient offrir un repas à une personne démunie, par exemple, avec les tickets ou le nombre de gains, offrir un cadeau à une famille qui n'a rien. Du coup, on n'est plus dans cette récompense
parce que du coup, madame a fait un parallèle à la Chine, je ne vous compare pas du tout. Vous essayez d'amener les gens à un changement de comportement. Mais lorsque vous amenez cette approche sur l'altruisme, sur une forme de solidarité, ça pourrait là devenir intéressant, je trouve. Ensuite, je suis fascinée, Jean-Pierre Kloppers, pardon, c'est votre nom? Fasciné, Brown Eyes, fasciné par la technologie, ce que vous avez pu faire. Je n'ai pas tout compris, comment vous faites pour écouter autant de gens, donc lier la machine, les nouvelles technologies à l'humain. Alors là, c'est plus un besoin d'aller plus loin. J'irai voir un peu plus loin sur votre site ce que vous faites vraiment. Je suis fascinée en fait par le travail accompli. Fascinée aussi par vos chaussettes. Je trouve qu'elles sont très sympathiques. Merci. Voilà. Voilà, je n'ai plus de. Merci, j'aime bien ma chaussette. Merci. Okay, with all the focus on your socks now, JP, I think you have to go first. Donc, du fait des chaussettes, il faut que tu passes en premier. Je peux expliquer comment faire ce qu'on fait. Pour cette personne, je pense là-bas, je pense vraiment poser une bonne question. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Je pense que mon sentiment dans mes tripes, c'est que le mal prospère quand les bonnes gens ne font rien. Donc, on a vu dans la ville du Cap, la ville aurait été complètement insecte si on n'avait pas investi dans tout ce système-là. Tous les gens se rassemblent. Donc, on ne peut pas changer les choses en ne faisant rien. On ne peut pas changer le monde en restant à la maison. Donc, bien sûr, ça veut dire de dépenser de l'argent, de polluer en prenant l'avion. Et il faut qu'on accepte. Et la question, c'est quel changement est-ce qu'on fait? Quelle est l'intention? Quel est le résultat? Je suis d'accord qu'on doit absolument mesurer ce qui rentre dans le système, les efforts qui sont faits, les hommes, l'empreinte carbone, mais il faut surtout mesurer la production. Vous avez dépensé autant, quel a été le retour sur investissement? C'est comme ça qu'on va aller vers l'avenir. Et l'idée, c'est évidemment de ne pas revenir au temps avant où il n'y avait pas d'électricité. Il faut aller vers l'avenir, il faut aller en tant que société vers l'avenir, comme l'exemple de la ville du Cap. Comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'on a autour de nous, toutes les énergies des personnes, tout EcoCoin, tout fournisseur d'énergie, tous les petits commerçants, comment ensemble, en tant qu'humains, est-ce qu'on peut changer les choses pour un avenir dans lequel on puisse être fier à donner à nos enfants? Peut-être que j'ai pris trop de temps. Ouais. J'ai répondu, mais on peut en parler tout à fait ensemble. La technologie, je pense, ça va prendre beaucoup de temps pour répondre à votre question. Mais en fait, c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup de gens qui collaborent avec notre logiciel pour nous permettre, et on écoute les Français, on a tout un ensemble de personnes en France, et on a des centaines d'emplois dans le pays pour essayer de comprendre ce que les gens disent lors de la sélection, par exemple. Alors, déjà, je vais rectifier, il y a le groupe EDF, c'est le producteur, RTE et Enedis, ce sont les transporteurs et les distributeurs. Tout à l'heure, je parlais des technologies qui ont permis, et depuis 1848, de transformer considérablement le monde. Le charbon a été remplacé par le pétrole, du fait de changements de technologie. Le pétrole a été remplacé en partie par le nucléaire et par le renouvelable. Vous disiez que le renouvelable, on s'y est opposé. Non, on s'y est pas opposé. Le renouvelable, on est un acteur du renouvelable. Aujourd'hui, le groupe EDF, 33% de ses capacités de production sont d'origine renouvelable. Donc, et on continue à développer de façon significative l'éolien, le photovoltaïque, mais également tout ce qui tourne autour de l'hydrogène. On commence à travailler sur l'hydrogène, etc. Donc là aussi, on s'adapte et en regard des changements et des gaps technologiques. Ensuite, pour revenir à une question de modèle, et ça je pense que c'est un point qui me paraît important, le système électrique français
C'est un système électrique qui est considéré comme un des plus sûrs et également un des plus redistributifs. Je m'explique. Aujourd'hui, le système électrique tel qu'il a été bâti, il s'appuie sur ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire la capacité à électrifier l'ensemble du pays de façon homogène sans impacter le client en termes de coût. Donc le coût d'acheminement de l'électricité par le réseau, il est le même que vous soyez à Paris, que vous soyez à Lille ou que vous soyez en Corrèze. J'ai reçu l'année dernière pas mal de délégations. J'ai reçu une délégation chinoise, une délégation indienne. Je parlais avec un des représentants du gouvernement indien. Il me dit, mais c'est quand même remarquable votre système qui s'appuie sur la redistribution. Parce que ça, c'est un vrai vecteur de cohésion sociale et territoriale à la maille du pays. Et je pense qu'on doit y réfléchir à ça. Il me disait, en Inde, suivant où vous habitez, le prix du kilowattheure acheminé il peut varier dans un rapport de 1 à 27. Vous imaginez si vous étiez en Corrèze que vous devez payer votre électricité 27 fois plus cher qu'à Lille, c'est la révolution. Je pense qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe de pouvoir rééquilibrer, et notamment via la technologie, jouer de nouveaux équilibres entre le monde rural et le monde urbain, de manière à ce que, quelque part, à essayer d'affiner tous ces clivages. Chaque fois, et quand vous regardez aujourd'hui dans la société, on oppose le monde urbain, le monde rural. Non, aujourd'hui, le système électrique, on est un vecteur de cohésion sociale et territoriale, et j'entends le rester. Et le troisième point, c'est qu'en termes d'empreinte carbone, sachez que l'électricité qui est acheminée en France, c'est une des électricités les plus décarbonées au monde. Une des électricités les plus décarbonées au monde. On est souvent dans le top 5 des électricités les plus décarbonées. Je vais vous citer juste un point. Ce matin, je regardais, on était à 52 grammes de CO2 rejeté par kilowattheure produit. Quand vous avez certains pays qui tournent aux alentours des 1000 grammes. D'accord ? L'enjeu, pour moi, l'enjeu en France de la décarbonation de l'économie, c'est le transport. Si je regarde sur les 20 dernières années, au niveau de l'électricité, la production électrique, à travers la fermeture des centrales au fioul, la fermeture des centrales à charbon, a réduit de 44% son empreinte carbone. Le transport, dans le même temps, sur les 20 dernières années, a augmenté son empreinte carbone de l'ordre de 15%. Donc le véritable enjeu, en France, je parle en France, je ne parle pas pour le monde, mais en France, c'est la décarbonation du transport. Et nous, en tant qu'électriciens, on va continuer à agir pour continuer à diminuer notre empreinte carbone. Je vais peut-être dire quelques mots avant qu'on n'ait plus le temps. Tout d'abord, merci beaucoup à cette personne qui nous permet comme ça de rester éveillés. Bien sûr, on a besoin davantage de gens qui posent ces questions difficiles. Aucun de nous n'est parfait, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de changer les choses pour mieux. Nous sommes une ONG, donc nous sommes une fondation. Donc nous sommes basés sur des missions, mais bien sûr, on veut être plus diversifié, plus social, plus inclusif. On est 4 hommes blancs, donc on pourrait faire mieux, je suis d'accord. Et je pense qu'on en vient à ce point de qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans. Et l'idée de donner, et ces éco-coins, c'est super. On a commencé ça avec les arbres, mais on veut être plus social, plus. J'aimerais bien vous rencontrer et d'autres, si vous avez des idées pour dépenser ces éco-coins pour que ce soit davantage, le monde en bénéficie davantage. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps pour d'autres questions. J'aimerais vous remercier en tant que public pour des questions dérangeantes qui ont amené des conversations intéressantes également aux membres de notre panel. Merci beaucoup de votre contribution. Merci de les remercier avec moi en les applaudissant. Enfin, n'oubliez pas votre engagement personnel dans l'Egoton. Ils ont fait leurs engagements. On n'a pas le temps d'en parler, mais merci de faire les vôtres individuels. Merci beaucoup.